Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo destinée à vous donner les moyens de réussir votre projet LMS. Avant toute chose, nous vous proposons une première définition de ce qu'est un LMS. Qu'est-ce qu'un LMS? Un LMS, c'est avant tout un outil informatique en ligne qui va vous permettre de diffuser des supports de formation à des stagiaires, des apprenants, via Internet. Cet LMS, cet espace en ligne, est aussi appelé plateforme de formation et se doit de respecter des standards qui sont des standards SCORM, AICC ou encore TINCAN et XAPI. Ces standards vont permettre de garantir la portabilité de vos supports de formation et la remontée d'informations de ce qu'on appelle reporting, de tracking, de savoir est-ce que mon stagiaire est bienvenu en formation, quel contenu de formation a-t-il suivi, combien de temps a-t-il passé sur ce support de formation, quel score a-t-il obtenu éventuellement s'il y avait des évaluations. Et donc, pour vous faire la traduction littérale du LMS, donc LMS veut dire Learning Management System. Et comment fonctionne donc ce LMS, cette plateforme de formation, cet espace en ligne destiné à l'apprentissage pour les stagiaires? Eh bien, un LMS a besoin, pour fonctionner, de 4 éléments majeurs. Ces 4 éléments majeurs sont 1. Du contenu, 2. Un public, 3. Des fonctions d'animation, et enfin des fonctions de gestion. Donc pour la partie contenu, nous vous proposons de disposer de contenus de formation, de les mettre en ligne, et tant que faire se peut, des contenus de formation qui respectent les standards que l'on évoquait tout à l'heure, qui sont SCORM, AICC ou encore TINCAN XAPI. Ces supports de formation, pour les mettre en ligne sur la plateforme de formation, il faut les créer ou éventuellement donc soit les créer par vous-même, soit les acheter ou les louer auprès d'un éditeur de ce qu'on appelle de contenu sur étagère. Donc vous achetez du contenu de formation clé en main. Donc c'est souvent le cas en bureautique, management, langue, développement personnel. Mais également, vous pouvez faire appel à un studio de production, un prestataire externe qui réalisera pour vous les supports de formation en fonction de vos besoins. Ensuite, une fois que vous disposez du contenu de formation, vous allez devoir le mettre à disposition d'un public cible de stagiaires de formation. C'est pour associer les supports de formation à vos stagiaires, vous devrez éventuellement faire une association en fonction de profil utilisateur. Je vais par exemple n'associer mes contenus de formation qu'aux utilisateurs qui ont le profil, dirons-nous, opérateur technique. Ensuite, vous pouvez également associer le support de formation, ces contenus, en fonction de résultats qu'un stagiaire ou qu'un groupe de stagiaires aurait pu avoir, en fonction de leur métier, en fonction de compétences actuelles et de compétences à développer, pourquoi pas. Donc comme ceci, vous allez pouvoir associer finalement les contenus à votre public cible. Enfin, pour la partie donc animation, vous allez avoir besoin, la plateforme de formation doit vous permettre, dans son fonctionnement, de vous permettre de suivre l'évolution de vos stagiaires. Donc, c'est-à-dire de savoir qui est venu en formation, qui a suivi quelle formation, où en est mon stagiaire dans sa formation, dans l'ensemble de son cursus de formation, quel est le score ou quels sont les scores obtenus par mes stagiaires aux évaluations, etc. Et en fonction finalement de ces critères d'évaluation, de cet état d'avancement, de suivi, on pourra mener des actions ponctuelles de sensibilisation, de formation, par le biais de fonctions dites de chat ou de forums de discussion, voire même l'utilisation et la mise en place de classes virtuelles, de visioconférences ou de webinaires. Ce sont tous les termes que l'on utilise pour éventuellement nommer la même chose. Et donc ce sont des actions où on a un animateur ou un formateur, tuteur qui est là en ligne avec d'autres stagiaires et
qui vont pouvoir du coup dispenser et présenter des éléments directement en ligne. Enfin, un LMS doit vous permettre également de faciliter les actions administratives, donc d'automatiser, de simplifier certaines actions administratives, telles que par exemple l'édition de fiches de présence, l'édition de rapports de suivi de formation, de certificats de suivi de formation, l'envoi d'invitations à suivre et une formation et éventuellement de relance, les inscriptions automatiques des stagiaires par exemple, et bien d'autres fonctions encore. Donc voici sur le périmètre, première partie, donc en gros le périmètre du LMS, qu'est-ce qu'un LMS, comment ça fonctionne, et maintenant revenons à notre sujet qui est comment réussir votre projet LMS. Eh bien, pour réussir votre projet LMS, nous estimons chez Digity Concept qu'il y a 4 étapes clés. Ces 4 étapes clés sont les suivantes. La première consiste à définir votre stratégie digital learning. Et pour ce faire, 3 sous-étapes, un LMS dans quel objectif, pensez votre stratégie à court, moyen et long terme, et donner de la résonance à votre projet. La deuxième étape clé est d'essayer, tant que faire se peut, d'impliquer toutes les parties prenantes de votre projet. Et ça passe par, dans un premier temps, l'implication de votre DSI, de votre service informatique, si vous en avez un, et enfin, la création d'un comité de pilotage et de suivi de votre projet. Troisième étape clé pour Digity Concept, c'est de mener la conduite au changement. Donc, d'essayer de lutter au maximum contre les résistances au changement. Et enfin, d'essayer de susciter au maximum l'adhésion des apprenants et surtout des équipes managériales, qui pourraient être des relais, du coup, pour vous sur le terrain. Quatrième étape clé, c'est le travail d'animation de votre communauté d'utilisateurs. Donc si vous souhaitez que les stagiaires viennent, se connecter et participent un maximum, eh bien il va falloir donner du rythme à vos publications, il va falloir également créer des événements et potentiellement encore d'autres actions telles que la mise en place de challenges. Donc focalisons-nous pour l'instant sur la première étape clé qui est la définition de votre stratégie digital learning. Donc, premier point, c'est eh bien, un LMS. On met en place un LMS, pourquoi? Si la réponse est parce que j'ai vu ça chez d'autres, attendez avant de mettre en place un LMS. Et essayez de trouver le ou les objectifs auxquels le LMS va pouvoir répondre. Donc si vous avez, vous, votre projet, et que parmi les objectifs de l'entreprise, c'est de vendre plus ou de vendre mieux, eh bien, il peut être intéressant de mettre en place un LMS. De la même manière, si vous souhaitez mesurer les connaissances de vos clients ou de vos collaborateurs, pour derrière peut-être certifier ou labelliser vos clients ou vos collaborateurs, eh bien, ça peut être intéressant de mettre en place un LMS. Si vous souhaitez capitaliser sur les savoirs, de la même manière. D'animer une communauté, un réseau d'utilisateurs ou de revendeurs, de concessionnaires, au contraire, passer par ce biais-là, ça va permettre d'animer plus que parfois des simples solutions marketing où on aurait des portails avec des fiches techniques qui pourraient être mises à disposition. Donc là, il y a un système de challenge, de gamification que vous pourrez intégrer sur la partie LMS. Gagner en productivité, oui, également, un LMS peut être intéressant en termes de mise en place. Donc de désengorger un support technique, encore une fois, ça peut être intéressant d'inviter des utilisateurs de vos logiciels avant tout, à se connecter sur un espace de formation pour aller suivre des didacticiels, des tutoriels, des présentations des fonctionnalités logicielles, de telle sorte de désengorger au maximum votre support technique si vous en avez. Et bien d'autres objectifs qui pourraient être trouvés sur lesquels nous pouvons, bien entendu, chez Digity Concept, vous accompagner. Il faut également penser votre stratégie à court, moyen et long terme. Pour ce faire, et pour penser à une stratégie à court, moyen et long terme, il faut essayer de suivre ces 3 grandes étapes qui sont les phases d'initialisation, de développement et de généralisation. Ici, quelques exemples de stratégies, d'étapes que l'on pourrait retrouver sur ces 3 différentes phases. Donc, sur la phase d'initialisation, par exemple, une des premières étapes serait d'expérimenter le digital learning. Comment l'expérimenter? Ça pourrait être avec la mise en place de contenus sur étagère dans un domaine de la bureautique, puisqu'il y a des besoins, et on va voir si finalement ça prend, si on voit que les utilisateurs viennent et reviennent, pourquoi pas. Ça peut être aussi de mettre en place un petit peu de digital dans la formation présentielle, ou en intégrant en amont des formations présentielles, peut-être des questionnaires pour évaluer un petit peu le niveau de connaissance des collaborateurs. Donc, comme ceci, plusieurs
expériences peuvent être menées et expérimentations peuvent être faites. Ensuite, ça peut être éventuellement la définition surtout de votre stratégie de formation. Donc, une fois que vous avez passé cette étape d'expérimentation, eh bien, il faut se dire, ok, quelle direction je vais prendre pour les prochains mois et éventuellement prochaines années, si je suis capable de le faire. Ensuite, sur les phases de développement, eh bien, on va essayer de développer, je le disais précédemment, le numérique dans la formation traditionnelle ou présentielle, de configurer un espace de formation, donc une plateforme de formation. Ensuite, pourquoi pas de mettre en place des ressources et de créer vous-même vos ressources auto-formatives. De, pourquoi pas intégrer aussi des actions de formation ponctuelles sous forme de classes virtuelles ou de visioconférences, d'intégrer un maximum ou de penser un maximum vos supports de formation dans des dispositifs que l'on appelle blended learning. Donc ce sont des dispositifs qui vont mixer les modalités de formation, un petit peu de présentiel, de formation traditionnelle, un peu de classe virtuelle, un petit peu de e-learning auto-formatif, de mettre en place une communauté d'utilisateurs, d'apprentissage. Donc imaginez que des stagiaires se répondent entre eux, donc ça fait partie des étapes qui peuvent être mises en place également. Dans les phases de généralisation, imaginez de créer votre Learning Factory, votre studio de production interne à votre structure, à votre entreprise, et qui va produire pour l'ensemble peut-être des business units que vous avez, eh bien, ces supports de formation. Pourquoi pas aussi si vous avez une rayonnance internationale, eh bien, pourquoi pas de déployer aussi à l'international avec les problématiques de localisation des modules de formation, de traduction de ces éléments-là. Et enfin, de créer, pourquoi pas, et d'animer votre université digitale en ligne directement. Voici quelques propositions de stratégie digitale et de pensée donc à court, moyen et long terme. Il y a d'autres options aussi possibles, on peut vous accompagner sur ce sujet. Donner ensuite une des deuxièmes étapes, sous-étape de notre première étape qui est de définir la stratégie digital learning, c'est de donner de la résonance à votre projet. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'interlocuteurs forts qui sauront porter le projet. Ça passe par éventuellement un membre issu du comité de direction de l'entreprise qui aura et pourra montrer l'implication et la dimension stratégique du projet pour l'entreprise. Ça passe également par l'intégration donc d'un sponsor et ou d'un chef de projet donc qui lui sera là pour piloter alors que ce soit avec les équipes de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, mais de piloter la mise en application du logiciel, de faire l'interface entre le prestataire et l'entreprise qui pourrait éventuellement être chargé de la mise en place du LMS. Enfin, des membres aussi de l'entreprise et des membres, je dirais, de tout niveau à l'ensemble des strates qui, ces membres, auront pour objectif d'exprimer à la fois leurs besoins et aussi de faire les retours d'expérience de ce qu'ils vivent chaque jour, quotidiennement, dans l'entreprise. Voici pour les points que l'on évoquait, donc les sous-étapes de notre première étape clé. Et on va retrouver ensuite notre deuxième étape clé qui est l'implication de toutes les parties prenantes dans le projet. Donc il faut impliquer l'équipe informatique. Pourquoi ? Parce que avant tout, le logiciel, le LMS est une solution informatique. Et comme toute solution informatique, il faut non pas essayer de la laisser dans un coin, mais de l'intégrer complètement et de l'inscrire dans le système informatique de votre entreprise. Quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre LMS, eh bien, il peut être intéressant de l'intégrer ou de le faire communiquer avec votre logiciel, parfois de paye. Pourquoi la paye ? Puisque c'est souvent le logiciel où on a l'ensemble de nos collaborateurs qui y sont inscrits. On a leur nom, leur prénom, éventuellement des informations administratives complémentaires. Ce qu'il va peut-être nous manquer, c'est parfois leur adresse mail qui n'est pas intégrée dans cette partie-là et qu'on aurait dans un autre logiciel, qui pourrait être éventuellement aussi dans un logiciel de CRM, voire éventuellement dans un intranet, ou même directement dans un LDAP, qui est ce qu'on appelle un annuaire, où on va retrouver l'ensemble de nos collaborateurs, éventuellement avec leur email, leurs identifiants et mots de passe. Un LMS peut aussi communiquer avec d'autres applicatifs complémentaires, qu'on appelle les LCMS, donc nous ferons une vidéo sur ce sujet-là. Donc le LCMS, c'est le Learning Content Management System. Imaginez en quelque sorte, c'est l'outil qui va permettre, ou l'ensemble des outils et des solutions logicielles qui vont vous permettre de créer et de concevoir des supports de formation qui pourront être déposés ensuite sur un LMS.
pourrez communiquer aussi avec la partie LMS des systèmes informatiques de gestion de la formation. Et bien entendu, quand tout ça communique avec le LMS, eh bien, en entrée, il peut être aussi plus que pertinent d'intégrer des communications avec des applicatifs externes tels que des SIRH, où là, eh bien, je pourrais remonter dans la plateforme de formation, enfin depuis la plateforme de formation, des informations comme qui est venu, combien de temps passé, est-ce qu'ils ont bien suivi leur formation, quel score ils ont eu, et auquel cas ça pourrait impacter eh bien, l'outil de gestion des talents que vous pourriez avoir au sein de votre entreprise. Donc voici pour cette première sous-étape. Ensuite, il est très important de créer un comité de pilotage et de suivi. La mission de ce comité de pilotage et de suivi, eh bien, c'est un peu induit de par son nom, c'est de piloter le projet et de rendre compte auprès de la direction de l'entreprise de l'ensemble des étapes de l'avancement ou des problématiques rencontrées. Le comité de pilotage va aussi, est là pour prendre des décisions à un moment donné à la place de la direction. Donc il faut aussi leur donner les moyens d'intervenir et de ne pas être forcément tributaire à chaque fois de la direction de l'entreprise. La durée, combien de temps est-ce que je dois mettre en place, est-ce que vous devriez mettre en place ce comité de pilotage? Eh bien la réponse est plutôt assez simple, c'est tout au long du cycle de vie de votre projet. Donc c'est dès éventuellement l'identification des besoins, lors de l'établissement du cahier des charges, jusqu'à la livraison finale de la solution, et je dirais même jusqu'à la fin de la phase de garantie qui serait proposée par un prestataire si vous faites appel à un intégrateur de solutions LMS, comme DigityConcept, ou un éditeur qui aussi pourrait être un intégrateur. Et ça fait partie aussi d'un autre billet, d'une autre séquence vidéo que nous proposerons, qui est de choisir entre quel choix faire entre un intégrateur de solutions logicielles et un éditeur. Voilà. Vaste sujet et vous aurez une réponse à un moment donné. Troisième étape clé, c'est comment, eh bien, c'est réussir, pour réussir encore une fois votre projet, c'est de mener, comment bien mener votre conduite du changement. Un des premiers facteurs je dirais, de difficulté des mises en place de projets informatiques de manière générale, eh bien c'est la lutte contre la résistance au changement. Vous avez souvent des utilisateurs qui vont vous dire bon, on a toujours fait ça comme ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait aujourd'hui, ça fonctionnait très bien avant, donc pourquoi s'embêter à mettre en place une autre solution? Pour lutter contre la résistance au changement, il va falloir donc travailler sur ce sujet. Et pour la partie LMS, les retours ne sont pas forcément tout à fait les mêmes, mais si ce n'est que souvent, vous pourrez entendre eh bien, oh, ben, ils ont encore mis un nouvel outil qui va nous fliquer, qui va savoir si on est, qui va nous enfantiser encore un petit peu plus, et ben voilà, est-ce que je suis bienvenu, on va me taper sur les doigts si je ne suis pas venu à ma formation, etc. Donc, faire attention aux retours que pourrait avoir au discours que pourraient avoir les futurs utilisateurs. Également, parmi les retours que l'on entend, c'est oh ben on va encore nous trouver, on nous a encore trouvé une solution logicielle pour nous faire de la formation à bas prix, on est toujours la dernière roue du carrosse, etc. Donc les retours habituels. La solution, c'est de définir clairement et au plus vite les buts et objectifs de ce LMS. De telle sorte qu'ensuite, vous puissiez éviter les incompréhensions, de répondre clairement aux utilisateurs. Voilà, on a décidé de mettre en place un LMS pour répondre à tels objectifs et c'est dans tel but que l'on a souhaité de faire ça. Ce n'est pas pour vous en embêter, bien entendu. Donc, c'est de mettre en avant au maximum les bénéfices et les avantages apportés par cette solution auprès de l'ensemble des utilisateurs, sachant que les objectifs et buts ne seront pas forcément les mêmes que vous vous adressiez à l'ensemble de l'entreprise, que vous échangiez avec les équipes managériales ou éventuellement avec eh bien, des personnels intervenant plus quotidiennement sur des machines ou ce genre de choses. Donc de bien choisir le message que vous faites passer. Ensuite, l'idée c'est de susciter au maximum l'adhésion des apprenants et des équipes managériales. Et donc, pour ce faire, vous devez même, avant le lancement, et surtout avant le lancement officiel de la solution logicielle, communiquer un maximum auprès des utilisateurs finaux. Donc encore une fois, le message ne sera pas forcément le même en fonction des utilisateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut très vite communiquer et inviter les apprenants comme les managers à se responsabiliser et à sensibiliser là-dessus. Donc,
Comme je le disais, il faut impliquer les équipes managériales. Et pourquoi? Parce que ce sont eux qui seront le meilleur relais pour vous, pour motiver les collaborateurs, leurs collaborateurs à suivre et à se connecter sur la plateforme, à suivre les formations et à se connecter sur la plateforme de formation. Alors comment? Eh bien, est-ce que vous pouvez impliquer les équipes managériales? Eh bien, ça se passe, donc en complément du texte que l'on a ici, tout simplement en leur donnant aussi les moyens de faire leur travail justement de manager, de suivi, de relais. Si vous ne leur donnez pas une restitution de l'état d'avancement de l'ensemble de leurs collaborateurs, il va être compliqué pour eux d'être de bons relais. Donc il faut aussi leur donner tous les moyens, toutes les solutions de reporting pour qu'ils puissent faire leur travail de manager et s'impliquer au maximum. Pardon. Enfin, un des éléments clés aussi, c'est de simplifier au maximum l'accès au contenu de formation, à la plateforme de formation. Il faut arrêter d'avoir des 36 authentifications, d'avoir des identifiants, des mots de passe, tous aussi différents les uns que les autres en fonction des solutions logicielles. Essayez de, et ça c'est à voir avec votre équipe informatique aussi ou avec le prestataire, de trouver des solutions d'authentification uniques. Exemple, vous avez un intranet dans votre entreprise, eh bien, essayez au contraire de vous appuyer par ce portail, cet intranet, pour ensuite renvoyer vers la plateforme de formation avec une authentification automatique déjà réalisée. Donc voici les solutions que l'on peut vous proposer pour vous aider à la conduite du changement. Donc il y a d'autres vecteurs aussi sur lesquels on peut intervenir et on se fera un plaisir de vous les proposer. Ensuite, on passe sur notre dernière étape clé qui est l'animation d'une communauté d'utilisateurs. Difficile de reformuler. L'idée, pour l'animer, c'est de donner du rythme, de créer l'événement et de mettre en place, pourquoi pas, des challenges et encore d'autres actions qui pourraient être menées. Si votre LMS est une réussite en termes de mise en place, que vous avez bien communiqué en amont, vous dites voilà on va ouvrir tel jour à telle heure et que le jour de l'ouverture vous avez des taux de connexion qui sont extraordinaires, attention à ce qu'on appelle l'effet soufflé, l'effet où waouh on a eu des super scores, des taux de participation qui ont été importants et puis une semaine après ça y est c'est l'effondrement total, c'est la déception totale, plus personne ne vient. Les bonnes vieilles habitudes sont revenues, on oublie qu'il y a un outil informatique qui est à disposition, donc ça fait partie des éléments, c'est que vous allez devoir créer de nouvelles habitudes et développer de nouveaux usages auprès de vos utilisateurs. Peu importe la typologie des utilisateurs, que ce soit les apprenants, que ce soit des managers, que ce soit éventuellement des équipes RH, etc., il va falloir créer de nouveaux réflexes. Donc pour les créer, il faut encore une fois communiquer, continuer à communiquer, impliquer au maximum les équipes et leur montrer les bénéfices de la solution. Pour inscrire durablement aussi la solution LMS dans la vie de l'entreprise du salarié, donc c'est ce que j'évoque, il faut communiquer. Donner du rythme également à vos publications. Il n'y a rien de plus triste qu'une solution LMS où eh bien, on met en ligne, on voit des entreprises qui mettent en ligne une formation tous les 6 mois. C'est dommage. Dans ce cas, vous avez peut-être loupé votre lancement du LMS. Il fallait peut-être d'abord produire quelques ressources pour ensuite les publier par vague tous les trimestres éventuellement. Alors, le mieux ce serait tous les mois, qu'au moins chaque mois les utilisateurs aient une nouvelle formation à consulter, ce qui va permettre de justement créer ces nouvelles habitudes, ces réflexes, et les stagiaires du coup pourraient venir se connecter avec leur smartphone, avec leur tablette ou éventuellement avec leur PC. Également un des éléments pour ce qui est de la France, c'est que souvent les actions de formation doivent être menées sur le temps de travail des collaborateurs. Il y a des moyens aujourd'hui, des entreprises qui ont fait le choix de permettre à leurs collaborateurs de se former en dehors de leur temps de travail. Et à ce moment-là, le temps passé, donc ça ce sont des conventions qui sont définies aussi avec les employeurs, employés et représentants du personnel, eh bien, dans ces conventions, on propose, si le stagiaire a passé un temps moyen on part du principe que tout le monde n'a pas forcément passe pas forcément le même temps sur une formation, mais il y a un temps moyen qui est défini en disant sur une séquence de formation, on estime que les stagiaires passent entre 15 et 20 minutes, eh bien, il y a un forfait de 20 minutes, une demi-heure qui est proposé en récupération de temps de travail, et donc le collaborateur qui se forme sur son temps de travail aura la possibilité de récupérer éventuellement s'il s'est formé depuis la maison. Donc ça permet aussi, c'est souvent mieux
de permettre, et c'est tout l'intérêt de la fonction du e-learning, c'est de permettre aux collaborateurs de se former quand ils le souhaitent et quand ils en ont besoin. Donc il faut essayer de leur donner aussi les matériels à disposition. Tous vos collaborateurs n'ont pas forcément un PC à disposition, un matériel informatique, eh bien, distribuer, poser des tablettes par-ci par-là. Alors, il ne faut pas qu'elles disparaissent bien sûr, mais il y a toujours des moyens et des solutions pour essayer de démocratiser au maximum l'accès à la formation et à l'information. Créer des événements ponctuels, ça fait aussi partie des éléments, des vecteurs de réussite de vos projets et des taux de participation importants. On a vu chez Digity Concept des sociétés qui arrivaient à avoir des taux de participation qui avoisinaient les 90 à 95%. Donc, qui sont des scores qui sont extraordinaires, sachant que, on va dire la plupart du temps, sur des formations en libre service, en e-learning, si vous dépassez les 5%, c'est déjà bien. C'est pas génial, mais c'est déjà bien sur du libre service. Donc imaginez 90 à 95%, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, souvent c'est ça, c'est en quelque sorte la carotte, c'est si vous venez en formation, on vous offre quelque chose, vous avez un cadeau, vous avez un voyage, un séminaire, vous profitez éventuellement d'une journée, d'une chambre d'hôtel complémentaire pour vous et votre famille. Enfin voilà, ça fait partie des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Donc on vient rajouter un petit peu de ce qu'on va appeler de marketing digital, ou de marketing en tout cas, eh bien dans la fonction de formation. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, donc appuyez-vous là-dessus pour réussir ces déploiements. Et encore une fois, Digity Concept est là pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Donc merci pour votre attention. Des questions ont été posées lorsque l'on a animé cette présentation lors d'un webinaire, donc vous trouverez en complément de la vidéo, eh bien, des réponses aux questions qui ont été posées, des compléments de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à nous les envoyer par mail. On y répondra bien entendu et on alimentera à chaque fois eh bien, l'ensemble de la liste des questions posées et les réponses données. 12 erreurs à ne pas commettre sur un projet LMS. On vous laisse en prendre connaissance. Sont intégrés également dans un fichier complémentaire. Et si vous le souhaitez, donc nous animons ponctuellement des webinaires, en tout cas sur l'année 2016, donc pour cette vidéo ici. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous connecter depuis notre site internet. Et puis l'année prochaine, nous reprendrons également certaines des thématiques. Donc ce calendrier viendra à changer. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. À très bientôt, au revoir.